Le pire travail que j'ai eu, sans aucun doute, a été de travailler dans un cinéma à New York au début des années 80. Parfois, quand le film se terminait et que les lumières se rallumaient, l'équipe de nettoyage et moi entrions dans ce que je ne peux décrire que comme une scène post-apocalyptique. Chaque type de fluide corporel ou de sécrétion que vous pouvez imaginer, je l'ai nettoyé. Nous avons eu des gens que nous pensions être morts, des gens qui avaient des relations sexuelles et ne s'arrêtèrent pas à la fin du film. Tous les péchés capitaux, nous les avons vus. Mais, de loin, la pire partie du travail était de maintenir l'ordre dans le cinéma lui-même. Nous appelions constamment la police pour des personnes qui se battaient, consommèrent des drogues. Toute activité répugnante que vous pouvez imaginer se faisait dans notre cinéma. La plupart du temps, les gens ne se mêlèrent pas de mes collègues. Et moi, ils savaient que les lumières rouges et bleues ne tarderaient pas à arriver. Mais cela restait un travail assez dur. Une seule fois, quelqu'un m'a vraiment mis en danger. Mais mon Dieu, c'était suffisant pour toute une vie. J'ai eu des gens qui me crièrent dessus, mais avec mon mètre 90, la plupart savaient qu'il valait mieux ne pas devenir physique. Mais ce type n'a même pas eu besoin de devenir violent. Il n'a pas eu besoin de crier ou de hurler, et il m'a presque fait pisser dans mon pantalon. Tout a commencé quand je travaillais de 5h30 à minuit ou à la fermeture. Pour une raison quelconque, je sentais que ça allait être une nuit bruyante. C'était un vendredi soir, Halloween approchait et les gens étaient tellement excités que j'aurais juré qu'il y avait une pleine lune ou quelque chose comme ça. Inutile de dire que je me préparais pour une nuit agitée. Mais honnêtement, si j'avais su à quel point cette nuit allait être folle, je me serais enfermé dans la billetterie et y serais resté jusqu'à la fermeture, où j'aurais probablement tiré sur l'alarme incendie encore une fois. Oui, j'ai dû le faire plus d'une fois, et le service des incendies m'a dit qu'il me mettrait une amende si je le faisais à nouveau. Enfin, le cinéma se remplit. Je fais le spectacle en vérifiant quelques billets et je m'assois dans la billetterie pour éviter les fous. Soudain, quelqu'un s'approche de la billetterie et dit « Hé, je crois que quelqu'un est malade là-dedans. » Je lui demande s'il a vomi et il dit non. Puis il dit « Je crois qu'ils sont drogués » ou quelque chose comme ça. Sérieusement, je pense que tu devrais appeler le 911. Je ne voulais pas appeler les ambulanciers et découvrir ensuite que quelqu'un s'était simplement endormi ou autre. Alors j'ai décidé d'aller vérifier d'abord et, si c'était sérieux, j'appellerais le 911. Je suis la fille dans le cinéma sombre et elle montre du doigt de qui elle parlait. Au bout d'une rangée, il y avait un couple au look punk, cheveux fous et vestes en cuir. Le gaz avait son bras autour de la fille et elle était allongée sur son épaule. Ça n'avait pas l'air si mal à première vue, juste un couple peu conventionnel profitant d'une séance de ce film étrange de neutrons, comme j'aime l'appeler. Les gens me demandent parfois comment je me souviens exactement de quel film était diffusé, et je réponds toujours quelque chose comme « Quand tu sens que ton monde entier est sur le point de se terminer, tu fais attention à tous les petits détails pour une raison quelconque. » Ainsi, quand je travaillais au cinéma, je portais habituellement une petite lampe de poche sur mon porte-clés qui prouvait sa valeur plus d'une fois. J'éclaire le sol près du couple et, voilà, il y a un tas de vomi au pied de la fille. Puis j'éclaire rapidement la fille, et oui, elle est en très mauvais état. Évidemment, elle n'est pas complètement consciente et semble trembler en s'appuyant sur son copain, et je suis presque sûr qu'elle fait une overdose ou est vraiment malade de quelque chose. Pendant que j'appelle le 911, je veux savoir pourquoi le type punk ne semble pas se soucier qu'elle soit dans cet état. Alors, en utilisant ma voix la plus polie et serviable, je m'approche et demande au type si lui ou son ami ont besoin d'une assistance médicale. Au début, le type me fait juste un geste obscène et me dit de dégager. Normalement, je me serais retiré. Aucun boulot misérable ne vaut de se faire frapper au visage. Mais cette seule fois, je ne pouvais pas m'éloigner. Vous voyez, ce type était beaucoup plus âgé que la fille, peut-être à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, et elle ne semblait pas avoir plus de 16 ans. Il avait simplement l'air d'un prédateur, vous voyez ? En plus, elle semblait vraiment faire une overdose. Cela peut sembler dur, mais je me fiche qu'un drogué meure. Mais une jeune personne, une fille qui pourrait avoir une seconde chance dans la vie, non, ça n'allait pas arriver pendant mon service. Mais comme on dit, aucune bonne action ne reste impunie. J'ai fini par commettre l'erreur presque mortelle de toucher ce type à l'épaule. Je ne l'ai pas touché fort, ce n'était pas agressif ni rien de ce genre. C'était juste pour lui faire savoir que je ne plaisantais pas, que la fille avait besoin d'une assistance médicale et que j'allais appeler le 911, alors qu'il cache ce qu'il avait sur lui parce que la vie de cette fille est plus importante que son trip, vous comprenez ? Mais dès que j'ai touché ce type, dès que j'ai mis un doigt sur lui, il m'attrape le poignet.
La vitesse de ce type, je veux dire, on est censé être ralenti par l'héroïne ou autre, mais c'était des conneries. Ce type devait être sous l'effet d'une autre drogue, parce que c'était comme un piège à souris. Je le touche, et boum, ses doigts sont autour de mon poignet, et il se retourne dans son siège pour me faire face. Je le vois mettre la main dans sa poche, et ma réaction immédiate est de m'éloigner parce que je pense « Jésus, ce type va me poignarder ». Mais il ne sort pas un couteau. Il sort quelque chose de complètement différent, mais tout aussi pointu. Et ce qu'il a fait avec ça m'a laissé figé sur place. Le cinéma est sombre, n'est-ce pas ? Mais l'écran du film est assez brillant pour m'éclairer ainsi que ce type, juste assez pour voir ce qu'il vient de mettre sur mon poignet, une seringue. Il ne me piquait pas avec, il la tenait juste là, et laissez-moi vous dire que c'était comme avoir une arme sur la tête. Les gens qui lisent ceci en 2019 pourraient penser qu'une aiguille est vraiment mauvaise, et évidemment ça l'est, mais nous sommes en 1982, d'accord ? Le sida venait d'apparaître de nulle part, et ce pays était terrifié, pas comme la peur du Covid qui a fait acheter tout le papier toilette et ces choses. Je veux dire, les gens n'utilisaient pas les toilettes après les autres. La vie amoureuse de tout le monde a disparu du jour au lendemain. Je veux dire, ça n'a pas duré éternellement, et les gens ont découvert comment prévenir la propagation. Mais vous n'aviez pas besoin d'avoir des comorbidités pour que le VIH vous ruine la vie. Et pendant un certain temps, les gens ne savaient tout simplement pas comment il se propageait, ou avec qui. Aujourd'hui, ils ont toutes sortes de médicaments qui peuvent gérer le VIH et le sida, ou quoi que ce soit. Je veux dire, Magic Johnson est toujours en forme, et je n'aurais jamais parié là-dessus à l'époque, laissez-moi vous dire. Mais à l'époque, le sida était comme une condamnation à mort, mec. Et ce type ne s'est pas contenté de menacer de me piquer avec une aiguille, mais ce qu'il a dit m'a presque fait pisser dans mon pantalon. « Écoute-moi, dit-il, j'ai le virus, elle aussi a le virus. À moins que tu veuilles le virus aussi, éloigne-toi de nous maintenant. » Je n'ai pas dit un mot pendant qu'il me lâchait. Je me suis simplement retourné et je suis sorti du cinéma. Oui, j'ai appelé le 911 immédiatement, police et ambulancier pendant que je m'enfermais dans la billetterie et disais à mes collègues de rester à l'écart. Quand les policiers sont arrivés, ils sont arrivés avec des gants en caoutchouc, comme des gants chirurgicaux, et ont sorti le type du cinéma à bout portant. Je ne pense même pas qu'ils ont touché le type jusqu'à ce qu'il soit dans la voiture et qu'ils lui mettent les menottes. C'était une époque terrifiante pour vivre, mec, laissez-moi vous dire, et c'était évidemment une époque terrifiante pour moi aussi. Mais les personnes pour lesquelles je ressens vraiment quelque chose sont celles qui doivent vivre avec cette foutue maladie avant que la science découvre comment la combattre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une façon de vivre, et cela me fait définitivement me sentir chanceux d'avoir et d'être en bonne santé. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un petit cinéma dans le quartier de Soho à Londres. Il y avait beaucoup de petits cinémas qui montraient des films osés à l'époque et je préférerais mourir plutôt que de travailler dans l'un d'eux. Mais autour de 1990, un musicien riche a acheté l'un de ces petits cinémas et l'a transformé en un cinéma culte. Il montrait toutes sortes de films étrangers rares et de documentaires, des films d'horreur vidéo nasty de la décennie précédente et organisait même des projections secrètes de films interdits comme le film italien Cannibal Holocaust. Mais l'une des choses pour lesquelles le petit cinéma était le plus célèbre était de montrer ces animes japonais ultra-violents et hardcore. Ces films étaient un grand succès parmi les locaux et les étudiants également, et certaines projections en semaine de choses comme Violence Jack ou Angel Cop remplissaient plus que les projections de films plus conventionnels le week-end. C'était des sortes d'OVA, c'est du jargon de manga pour Original Video Animation, qui avait été directement interdit dans certains pays en raison de leur violence et de leur obscénité. Eh bien, pour leur époque. Le fait est qu'ils n'étaient pas faciles à obtenir, surtout avec un doublage en anglais ou des sous-titres en anglais. Donc quand nous annoncions la projection de quelque chose de particulièrement sanglant, vous pouviez parier que nous aurions des sièges occupés pendant des semaines. Beaucoup des mêmes personnes venaient chaque semaine aussi. De petits groupes d'accros à l'anime ou de fans de gore qui criaient et hurlaient chaque fois qu'il y avait une mort particulièrement désagréable. La plupart d'entre eux avaient également le look adéquat. Manteau en cuir, tatouages, beaucoup de t-shirts de groupes de heavy metal. Mais ensuite, un ou deux ne ressemblaient pas du tout au genre de personnes qui regarderaient de l'animation japonaise de culte. Je suppose qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture, mais un type en particulier avait l'air tellement hors de propos que c'en était franchement effrayant. Mes collègues et moi
qui travaillions habituellement les équipes de nuit, l'appelions l'homme au chapeau parce qu'en plus d'être impeccablement vêtu d'un costume bleu marine et d'une cravate, il portait un chapeau à large bord de style ancien, du genre qu'on voyait dans les années 40 ou 50. La première fois qu'il s'est approché de la billetterie avant une séance et a dit « Un, s'il vous plaît », avec son accent élégant, j'étais sûr qu'il était perdu. En fait, je lui ai demandé quelque chose comme « Un pour Matt Bolt 34 ?» et il a juste hoché la tête. Alors, pour ne pas refuser au type une nouvelle expérience, j'ai pris son argent, lui ai donné un billet et ai déverrouillé le petit tourniquet pour qu'il passe. Ensuite, pendant que tout le monde transformait essentiellement l'endroit en une folie, se baignant dans la bière et riant chaque fois qu'il se passait quelque chose de sanglant, l'homme au chapeau restait simplement assis là en silence, regardant le film heureux. Il ne semblait pas être un pervers, juste un peu bizarre, c'est tout. Mais ensuite, quelque chose s'est passé pendant la projection d'un film particulièrement violent qui semblait, le pousser à bout, pour ainsi dire. Il y a une partie dans ce film où deux types se battent et l'un prend soudainement l'avantage et arrache le cœur de son adversaire de sa poitrine. J'admets que cela fait une visualisation incroyablement sanglante, car ce n'est pas un simple « Jaya », et c'est fini. Non, le type se transforme, fait un mouvement de karaté puis se lance sur la poitrine de son adversaire. Ensuite, alors qu'il a la main enveloppée autour du cœur du type ennemi, il commence à faire un grand discours sur le fait qu'il n'a jamais eu de chance, comment il tient sa force vitale dans sa main. Ensuite, avec de véritables pluies de sang, le type écrase le cœur de son adversaire, l'arrache de sa poitrine et ce qui suit est comme une longue giclée de sang partout. Ce n'est pas le genre de choses que vous regarderiez avec votre grand-mère un dimanche après-midi, mais cela faisait définitivement passer le temps plus vite au travail quand vous êtes assis dans la cabine de projection en pensant « Qu'est-ce que je regarde ? C'est de la folie », en fumant un peu de marijuana. Comme je l'ai dit, un long discours du type avant d'écraser le cœur de l'autre, etc. L'homme au chapeau avait vu ce film en particulier avant. En fait, il gagnait la réputation d'apparaître chaque fois que nous le montrions sans faute, et nous étions sur le point de découvrir pourquoi. Juste avant que le cœur du type soit arraché, quelqu'un à quelques sièges de l'homme au chapeau saute de son siège et commence à lui crier quelque chose. Gardez à l'esprit que le cinéma lui-même n'était pas très grand. Il pouvait peut-être accueillir 40 ou 50 personnes à ce moment-là, donc depuis la cabine de projection, je pouvais plus ou moins voir ce qui se passait avec ma vue plongeante. Quelqu'un s'opposait vraiment à quelque chose que faisait l'homme au chapeau, au point de sauter de son siège en le montrant du doigt et en criant, puis de presque le jeter dans l'allée. Une autre personne semble se rendre compte, et à un moment donné, j'ai pensé que cette personne allait attaquer l'homme au chapeau, qui a dû sortir du cinéma pour éviter la foule de plus en plus en colère. Tout cela me semblait un peu angoissant car il avait toujours été bien avec moi, mais je ne savais pas ce qu'il faisait vraiment jusqu'à la fin de la séance. En sortant, j'ai demandé à l'un des clients ce que faisait l'homme au chapeau. « Dégueulasse », disaient-ils tous. « Sale pervers était là à se tripoter, n'est-ce pas ?»« Ne t'inquiète pas, mon pote, nous nous en sommes occupés pour toi », a dit un autre. « Mais ne laisse pas cette bête revenir. Il salissait ton joli tapis rouge, dégoûtant. » Tu sais quoi ? Aussi horrible que cela soit, je me suis senti dévasté. Je veux dire, je l'avais vu bouger un peu bizarrement parfois pendant les projections, mais je ne pensais pas qu'il se touchait ni rien. Dieu m'en garde, un gentleman bien habillé comme ça, et penser qu'il s'excitait avec toute cette violence aussi. Peut-être qu'il descendait à Soho pour visiter un spectacle érotique ou deux et trouver quelque chose d'autre pour s'exciter, quelque chose de beaucoup plus sombre. Quoi qu'il en soit, des années plus tard, je suis dans un pub dans le West End avec un vieil ami à moi qui travaillait aussi dans le cinéma. Je ne travaillais plus au cinéma, j'ai un boulot d'adulte à poursuivre les fraudeurs de prestations pour le DWP, mais je mentirais si je disais que le cinéma ne me manquait pas beaucoup. Nous faisions un peu de nostalgie, et soudain, il frappe presque sa pinte sur la table et dit « As-tu entendu parler de la prostituée qui a été assassinée près de l'ancien cinéma d'horreur ?» C'est ainsi que nous appelions le cinéma en étant dans une unité de sous-sol. Je lui dis que non, et il me rappelle l'homme au chapeau. Des années s'étaient littéralement écoulées depuis que j'avais pensé à lui, et j'ai fait une grimace rapide en le faisant. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec une pauvre femme de la nuit assassinée ? Quelqu'un l'a ramassée puis l'a laissée dans la rue derrière l'ancien cinéma, n'est-ce pas ? Dit mon vieil ami. Et écoute ça, ils lui ont arraché le cœur, non ? Grime, mais je ne voyais toujours pas le lien. Rappelle-toi, qu'est-ce que faisait l'homme au chapeau quand ils l'ont expulsé ? Quelle scène exacte ? Le type arrachait le cœur. Ma mâchoire tombe en disant cela, et je commence à voir la connexion aussi. Tu ne crois pas ?
C'est exactement ce que je crois. Pour être tout à fait honnête, oui, je pense que mon vieil ami est aussi fou qu'une boîte de grenouilles. Il l'a toujours été, et le sera toujours, mais il ne se trompait pas sur l'homme au chapeau. Et à moins que quelqu'un d'autre à Soho ait une passion pour les vieilles ectomies aztèques du cœur, ça devait être notre homme. C'était un peu surréaliste. Honnêtement, je suis passé de l'appeler un lunatique à le considérer sérieusement. Puis, en environ 45 minutes, nous nous dirigions vers le poste de police de Row Station pour déposer un rapport. Le policier a clairement indiqué que nous sentions la brasserie et si nous faisions de fausses déclarations, il s'assurerait personnellement que nous serions accusés pour cela. Nous lui avons dit, la main sur le cœur, c'est la pure vérité. Ensuite, nous avons tout raconté sur l'homme au chapeau et cette scène en particulier dans Violence Jack ou autre. Il a vite changé de ton et environ 1 heure plus tard, nous parlions avec 2 types de la brigade criminelle qui voulaient connaître chaque petit détail sur l'homme au chapeau. C'est comme ça que nous avons su que nous avions mis le doigt sur quelque chose. S'il n'y avait eu aucun rappel, aucun intérêt de la part de la police, alors oui, ça aurait été une fausse piste. Mais le fait que cela soit remonté dans la hiérarchie et que ces 2 types en costume s'y soient intéressés, ça voulait dire qu'il se passait quelque chose, non? Autant que je sache, ils ne l'ont jamais arrêté pour cela et le meurtre est resté non résolu. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Pensez qu'il pourrait encore être là-bas, faisant Dieu sait quoi. Alors la prochaine fois que vous serez au cinéma et que vous verrez un type avec un chapeau ancien, asseyez-vous quelques rangées derrière, d'accord? Parce qu'il est probable que ceux qui se renversent sur vous n'aient pas du beurre de popcorn, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de la façon dont l'homme au chapeau est devenu une sorte de légende urbaine dans les cinémas cultes. Les rumeurs à son sujet se sont répandues rapidement et chaque fois que quelqu'un voyait un homme avec un chapeau similaire, la paranoïa montait en flèche. Parfois, je me demande si d'autres employés de cinéma à Londres ont entendu des histoires similaires ou si c'était juste une coïncidence macabre. Je me rappelle qu'après cette nuit au pub, mon ami et moi n'avons pas pu arrêter de penser aux possibilités. Nous avons décidé de faire un peu plus de recherches par nous-mêmes, mais nous nous sommes rapidement rendus compte que nous étions hors de notre ligue. Cependant, j'ai continué à être curieux et, de temps en temps, je vérifiais les nouvelles sur les meurtres non résolus ou je cherchais des indices sur l'homme au chapeau sur des forums en ligne. Malgré tout, cette expérience au cinéma m'a laissé une marque indélébile. Je n'oublierai jamais la terreur que j'ai ressentie en réalisant que quelqu'un que je voyais régulièrement pourrait être un meurtrier. Et bien que la vie ait continué et que les jours au cinéma soient derrière moi, chaque fois que je passe près d'un vieux cinéma ou que je vois quelqu'un avec un chapeau à large bord, je ne peux m'empêcher de frissonner. Alors, la prochaine fois que vous allez au cinéma, profitez du film, mais gardez les yeux ouverts et faites attention à qui vous vous asseyez à côté. On ne sait jamais qui pourrait être dans l'obscurité, regardant quelque chose de beaucoup plus sinistre que l'écran géant. Pendant mes 20 premières années, j'étais très impliqué dans la scène gothique de Los Angeles à la fin des années 80. J'ai rencontré des gens incroyables et je suis toujours ami avec certains d'entre eux à ces jours. Mais je pense qu'ils seraient d'accord avec moi pour dire que la scène gothique de l'époque était un groupe de jeunes essayant d'être quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et, dans notre cas, cette chose était des vampires. Nous étions complètement plongés dans tout ce qui avait trait aux vampires. Nous entendions parler des faux enclaves de vampires à New York, qui étaient impliqués dans des saignées et buvaient du sang et toutes ces choses hardcore. Et je suppose que nous voulions simplement émuler cela. Plus nos rencontres et fêtes devenaient sombres, plus les gens que nous attirions devenaient étranges. Bien que j'appelle des bêtises, quelqu'un de notre groupe qui affirmait que Richard Ramirez, ce tueur en série connu sous le nom du Night Stalker, l'avait approché pour assister à l'une de ces fêtes, nous attirions quand même des gens assez louches. Bien sûr, nous parlions beaucoup de soif de sang, de mort et de tuer du bétail, comme nous l'appelions, mais nous n'étions que de jeunes gens ennuyés et un peu déprimés. Il n'y avait aucune malice dans ce que nous faisions et personne n'était coupé ou bu sans son consentement total. Cela dit, il y avait définitivement 1 ou 2 personnes qui sont passées par notre petit cercle social qui n'avaient clairement pas les meilleures intentions. Et étant le jeune idiot avide d'attention que j'étais, j'ai fini par tomber dans le lit avec l'un d'eux. Il n'y avait qu'un autre garçon gay qui traînait avec nous, mais il ne m'attirait pas du tout. Alors quand Zeno est apparu, j'ai presque perdu la tête. Zeno venait de Hongrie et je suppose qu'il en avait marre d'essayer d'enseigner aux Américains comment prononcer son prénom, Joat.
Alors il utilisait simplement son surnom d'adolescent, Zeno. J'étais déjà en train de m'évanouir quand il est apparu, un goth de près d'1,80 m de haut d'Europe, avec des cheveux noirs de jais et des yeux sombres. Mais quand j'ai découvert qu'il était bisexuel, mon Dieu, j'ai failli faire une pirouette. Alors oui, j'ai commencé à lui parler une nuit, lui offrant mon poignet pour qu'il fasse une petite saignée, et nous nous sommes bien entendus. Super embarrassant d'y penser maintenant. Mais qu'est-ce que la jeunesse sinon commettre toutes tes erreurs stupides? Quoi qu'il en soit, nous avons essentiellement commencé à sortir ensemble et j'étais au sommet du monde, racontant à tous mes amis gays ce garçon bi de Hongrie. C'était tout simplement le meilleur. Il était tellement sombre et mystérieux, toujours habillé en noir malgré la chaleur de la Californie. Une fois, il a dit à un de mes amis « Mon sang est froid » avec son accent sexy. Encore une fois, super kitsch, mais j'étais follement amoureux. Un seul de mes amis, un seul, semblait avoir la présence d'esprit de m'avertir à son sujet, disant quelque chose comme « Ouais, j'ai ressenti de très mauvaises vibrations de la part de Zeno toute la nuit. Je pense que ce type est problématique. » C'était exactement ce que j'aimais chez lui, cependant. Il était mauvais. Mais je pensais que c'était simplement le niveau supérieur de la même manière que nous l'étions. Mais à mon horreur, Zeno s'est révélé être un véritable psychopathe avec qui je n'aurais jamais dû sortir en premier lieu. Encore une fois, alerte de honte extrême, donc je vais faire bref. Zeno était super dominant et j'étais super soumis, si vous voyez ce que je veux dire. Et une grande partie de ces jeux de pouvoir consistait à me poser des questions comme « Ferais-tu n'importe quoi pour moi ? Jusqu'où irais-tu ? Qu'es-tu prêt à me donner ?» Et à chaque fois, je lui disais « Oui, n'importe quoi, ce dont tu as besoin. » Cette idée grandissait simplement de plus en plus jusqu'à ce qu'une nuit, il m'invite à une sorte de rendez-vous très spécial. Je l'ai pressé de m'expliquer ce qu'il voulait dire, mais tout ce qu'il a dit, c'était « Après tout, c'est LA, pourquoi ne pas aller au cinéma ?» Je savais qu'il ne m'emmènerait pas voir Terminator 2 ou quelque chose du genre. Je savais qu'il devait y avoir un certain type de twist là-dedans et qu'il y avait beaucoup plus dans son idée de rendez-vous que simplement aller au cinéma. Alors j'ai mordu ma langue et attendu le vendredi soir en question pour voir ce qu'il avait préparé pour moi. Le moment est arrivé, il est venu me chercher dans son corbillard. Oui, tu as bien lu, le type avait acheté un vieux corbillard comme moyen de transport et nous nous sommes dirigés vers le centre-ville. Encore une fois, je lui ai demandé où nous allions, mais il a juste souri et m'a dit « Tu verras, U ». Après une dizaine de minutes, nous nous sommes arrêtés devant un vieux cinéma pour adultes. Alors, naturellement, je suis excité, mais quand je lui demande si nous allons avoir un rendez-vous de divertissement pour adultes, il secoue la tête et me fait un sourire ironique. À ce stade, ma curiosité est à son comble. Je n'ai aucune idée de la bizarrerie de ce rendez-vous, mais j'étais sur le point de le découvrir. Je suis sorti de la voiture et j'ai réalisé que l'endroit semblait fermé. Normalement, il y aurait une enseigne lumineuse, des lumières clignotantes, au moins quelque chose annonçant les films qui étaient projetés, mais cet endroit n'avait rien, même pas de lumières allumées. Comme je l'ai dit, on aurait dit qu'il n'avait pas été ouvert depuis des années. Il n'y avait même personne à la billetterie. Nous avons dû frapper aux portes avant que quelqu'un n'apparaisse pour nous laisser entrer. À ce moment-là, j'ai juste supposé que Zeno avait payé à l'avance ou quelque chose du genre parce qu'il semblait connaître le portier et il n'y a eu aucun échange d'argent. Il nous a simplement conduits à l'une des salles de cinéma qui était presque entièrement plongée dans l'obscurité avec seulement une poignée d'autres personnes assises, attendant que le film commence. Je vibrais pratiquement d'excitation au moment de nous asseoir et, alors que nous le faisions, Zeno s'est penché vers moi, a pris ma main et a dit quelque chose comme « Si tu as peur, serre ma main. C'est normal d'avoir peur, mais on reste, on ne part pas. » Maintenant, il était sombre mais avait un cœur d'or. Il pouvait me montrer son côté sensible de temps en temps et, mon Dieu, maintenant qu'il me l'avait montré, je ne voulais plus jamais m'éloigner de lui. Ou c'est ce que je pensais, parce que je croyais que nous allions simplement voir un film d'horreur européen bizarre qui avait été interdit aux États-Unis ou quelque chose du genre, quelque chose de dégoûtant mais inoffensif, où je finirais par me blottir contre lui, effrayé mais pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. La faible lumière qui restait dans le cinéma s'est éteinte et l'écran a pris vie. Mais au lieu d'avoir une séquence de titres ou quelque chose du genre, un homme portant un masque noir s'est tenu devant l'écran, éclairé par le projecteur, et a commencé à parler. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, c'était il y a 30 ans, et ce que j'ai vu ensuite a éclipsé tout ce qui s'est passé avant. Mais il a essentiellement dit quelque chose comme ça, avec un accent excessivement dramatique. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas de la simple fiction.
et n'est pas pour les cœurs sensibles. C'est du cinéma vérité, la vérité nue de nos vies exposées, et le voir est un acte presque aussi sacré que de participer à sa création. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter la vérité. Je vous en prie, ne me reprochez pas le titre du film. C'est littéralement ce que cela m'a semblé avec mes 2 ans de français du lycée. Quelques instants plus tard, le type s'est écarté de l'écran et le film a commencé. Encore une fois, il n'y a pas eu de séquence de titres, le film a simplement commencé, et je sais que c'est idiot, mais je pensais que le discours du type au début était destiné à créer une attente ou quelque chose du genre. Je ne pensais pas qu'il était sérieux. Alors, quand une image d'une fille semi-nue attachée à une table chirurgicale en métal est apparue à l'écran, j'ai immédiatement commencé à penser « Oh non, s'il vous plaît non, ça ne peut pas être ce que je pense. » La fille ne semblait pas lutter ni rien. Elle était juste allongée là, inerte, devant des boîtes avec des inscriptions de style russe. Je savais que quelque chose de mauvais allait arriver, mais si tout cela n'était qu'une façade élaborée, il était encore trop tôt pour le dire. Je sais, j'aurais dû me lever et partir à ce moment-là. Mais bon, les choses que nous faisons par amour, non ? J'ai serré la main de Zeno et un homme est apparu dans l'image. Du moins, je suis sûr à 99% que c'était un homme parce qu'il était complètement couvert par ses tenues chirurgicales amples. Il est entré en scène avec ceux qui ressemblaient à 2 électrodes, les a placés sur la poitrine de la fille, puis a fait un signe de tête à quelqu'un hors champ. Le corps de la fille s'est soudainement contracté, puis a commencé à paniquer et à se débattre, clairement réveillée par une décharge et se trouvant confuse et terrifiée par son environnement. C'est alors que l'homme masqué a commencé à parler et, bien que je ne puisse pas dire s'il était russe ou non, il avait définitivement l'air de venir d'Europe de l'Est. Et bien que je ne comprenne pas ce qu'il disait, il avait l'air de se moquer ou de réprimander la fille attachée à la table. Le type avec le masque chirurgical a ensuite fait une démonstration en serrant les attaches, avec une sorte de traction sur les hanches pour qu'elle ne puisse pas bouger. Je pensais qu'ils allaient lui donner un anesthésique, non ? Si c'était un type de film chirurgical horrible, ils allaient sûrement l'endormir avant de l'ouvrir, non ? Faux. Je serrais la main de Zeno aussi fort que je pouvais tandis que le type à l'écran prenait un bistouri et commençait à couper le ventre de la fille. J'ai essayé de regarder du mieux que je pouvais, vraiment. Mais dès que j'ai commencé à voir tout ce qui était brillant et organique sous la surface, je me suis retrouvé obligé de détourner le regard. Je pensais que Zeno comprendrait, évidemment je n'étais pas à son niveau en CE qui concerne le gore réel, couper était une chose, mais voir les entrailles de cette fille exposées me donnait envie de vomir. Je pensais qu'il verrait que j'avais essayé d'aller trop loin trop vite, mais il ne l'a pas fait. Je l'ai senti me pousser et grogner doucement quelque chose comme « Continue de regarder, ne détourne pas les yeux ». J'ai essayé de rester aussi calme que possible et de ne pas faire de scandale, mais je l'ai supplié, lui disant que c'était trop pour moi. Puis il m'a dit que si je ne regardais pas, si je n'essayais même pas, il me laisserait là et ne m'appellerait plus jamais. Cela a continué pendant quelques minutes et, alors que mes yeux étaient fermement fermés, des choses continuaient à se produire à l'écran. Seulement je ne pouvais pas les voir, évidemment. Le petit ultimatum de Zeno faisait mal, mais je ne pouvais pas simplement le laisser partir comme ça. Il était comme mon garçon rêvé, et je jure que j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Il s'avère cependant qu'il y avait une limite, et il l'a franchie. Mais j'ai quand même essayé. Cependant, quand j'ai ouvert les yeux, c'était beaucoup pire que ce que c'était avant. La fille était dans un tel état que j'ai littéralement halté quand je l'ai vue. Et comment une personne pouvait rester en vie, se tordant et gémissant quand la plupart de ses intestins avaient été déroulés sur son estomac. Jésus-Christ, cette image reste encore avec moi, même 30 ans plus tard. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter plus longtemps. Je ne pouvais même pas croire que je le faisais à ce moment-là. Mais j'ai retiré sa main, je me suis levé de mon siège et je suis simplement sorti du cinéma. Quand je suis finalement arrivé à mon appartement, j'ai pleuré pendant environ une demi-heure d'affilée, sanglotant, avant de réussir à me recomposer suffisamment pour appeler un de mes amis et lui raconter ce qui s'était passé. Nous n'avons pas été à la police ni rien, peut-être que nous aurions dû, mais j'ai juste priorisé le fait de sortir Zeno de ma vie le plus rapidement possible. J'ai réduit ma participation à tout le thème des vampires après cela. Zeno continuait de fréquenter ce cercle, alors je ne pouvais tout simplement pas me traîner aux réunions et autres. Le voir flirter avec des filles ou autres me déchirait vraiment de l'intérieur. Je suis aussi une personne non confrontationnelle, alors peut-être qu'aujourd'hui les gens l'auraient qualifié de toxique ou autre, mais à l'époque, essayer de parler contre le garçon le plus cool que tout le monde connaissait semblait tout simplement inutile. Je pense que la morale de cette histoire est d'avoir plus de respect pour soi-même que je n'en avais.
Les dynamiques de domination et de soumission sont amusantes, bien sûr, mais j'ai laissé cette mentalité me mettre dans une situation qui, honnêtement, aurait pu finir bien pire. Si vous me demandez, quelqu'un qui est intéressé par les snuff movies, qui est intéressé par voir des gens mourir, doit être à quelques pas seulement de commettre lui-même des violences, non? Alors, qui sait? Peut-être que si j'avais rencontré Zeno plus loin dans la spirale, je ne serais même pas ici pour vous raconter cette histoire, parce que j'ai vraiment fait une erreur en m'accrochant à ce type et j'ai littéralement les cicatrices pour le prouver. La chose la plus effrayante qui me soit arrivée, c'était quand je suis allé au cinéma avec mon petit ami il y a quelques années. Maintenant, c'est mon ex, mais tu comprends l'idée si je l'appelle simplement mon petit ami pour les besoins de l'histoire. Nous sommes allés voir le film The Hateful Eight, celui de Tarantino qui n'est pas Django, et dès que le film a commencé, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Alors je me suis précipité aux toilettes, je suis revenu et je me suis assise à nouveau à côté de lui. Mes yeux étaient rivés à l'écran car j'avais déjà manqué les premières minutes, alors quand j'ai senti le bras de mon petit ami autour du siège, je me suis blotti contre lui et j'ai continué à regarder. Quelques minutes passent et je pose ma tête sur son épaule. Il donne un petit baiser sur le sommet de ma tête et nous continuons à regarder le film. Quelques minutes passent et un type, 2 rangées devant, commence à se comporter de manière étrange, comme s'il cherchait quelqu'un. Il regarde à gauche, à droite, puis se retourne pour regarder derrière lui, et là, il y a mon petit ami. Je me suis immédiatement éloigné de la personne contre laquelle j'étais blotti, et il s'est avéré être un type complètement différent, quelqu'un avec une coiffure et une barbe similaires. Ma réaction instinctive a été de dire quelque chose comme « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, je pensais que vous étiez mon petit ami. » Mais en même temps, une voix dans ma tête disait « Oh mon Dieu, ce pervers avait son bras autour de toi et savait que tu n'étais pas sa petite amie. » Alors, j'essayais d'être poli et, en même temps, j'étais plus qu'énervé. Le type a juste souri et a dit « Rassieds-toi » et tout ça, et à ce moment-là, j'essayais de ne pas l'appeler un creep et simplement de le gifler, mais je suis allé m'asseoir avec mon petit ami pour lui raconter ce qui s'était passé. Au début, il a juste ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde, et les gens dans le cinéma nous regardaient et nous disaient de nous taire, même si nous essayions d'être aussi silencieux que possible. Mais quand je lui ai chuchoté à l'oreille ce qui s'était passé, mon ex était furieux. Et ce qui aggravait la situation, c'est que l'autre type était là avec ses amis, et ils ont commencé à dire des choses comme « Oh, reviens ici chérie, viens te blottir un peu » et tout ça. Mon ex leur a dit de se taire, quelqu'un d'autre a menacé d'appeler le gérant et de nous faire expulser, alors tout le monde s'est tu pendant un moment. Finalement, nous avons pensé que le mieux serait de partir avant qu'il n'essaye de se battre avec nous à la fin, ou quelque chose comme ça. Alors avant la fin du film, nous nous sommes levés et nous sommes sortis, simplement contents d'éviter tout conflit. Mon petit ami était furieux, mais il savait que cela ne valait tout simplement pas la peine. Mais ensuite, alors que nous étions sur le parking du cinéma, je me retourne et, alors que je monte dans la voiture, devine qui est en train de traverser le parking vers nous? Les mêmes 3 types avec qui je m'étais assise par accident et ils se dirigeaient directement vers nous. Mon ex voulait se battre avec eux au début, mais je lui ai dit qu'il finirait probablement par nous cogner tous les deux et ensuite détruire la voiture. Alors il valait mieux monter dans la voiture et partir. C'est exactement ce que nous avons fait, et Dieu merci, mon ex a eu du bon sens à ce moment-là. Mais même en sortant du parking, ils ont commencé à nous suivre, et comme le parking était conçu, nous avons dû faire le tour pour sortir. Alors nous avons dû passer juste à côté d'eux pour partir. Je jure que mon ex a pris un virage à 45 degrés juste pour mettre un peu de distance entre nous, et ils auraient probablement brisé une fenêtre ou quelque chose s'ils nous avaient rattrapés. Je dois admettre que c'était incroyablement effrayant à la fin, et j'ai vraiment pensé qu'ils allaient nous faire du mal, peut-être même juste à la voiture. Mais honnêtement, il ne cesse jamais de me surprendre à quel point certains types peuvent être dégoûtants et penser qu'ils peuvent s'en tirer comme ça. La semaine suivant la sortie du film Joker, j'ai eu l'occasion d'aller le voir. J'avais été un grand fan de la série Batman de Nolan, j'adorais son côté sombre, alors l'idée d'avoir un film consacré au Joker, dont tout le monde disait qu'il était controversé, m'enthousiasmait beaucoup.
Je n'ai trouvé personne pour m'accompagner, mais cela ne m'a pas dérangé. Je suis allé à une séance en après-midi, seul, totalement concentré sur le film. J'ai acheté du popcorn, un soda, un hot dog, comme quand j'allais au cinéma avec mon père quand j'étais enfant. Alors que j'étais assis dans le noir, j'ai commencé à penser. J'ai toujours pensé que quelqu'un pourrait faire une folie lors de ces séances. Mais c'est étrange car je n'ai jamais entendu parler de psychopathes déguisés en clown tirant dans un cinéma. C'est bon, je suppose, mais ce serait vraiment dommage si je choisissais la seule séance du Joker qui finit par être attaqué par un déséquilibré. Je pensais cela lorsque le film a commencé. Les retardataires sont entrés dans le cinéma, tout était calme, et je n'ai vu personne déguisé ou qui semblait prêt à devenir violent. Alors j'ai continué à regarder le film. Environ 20 minutes plus tard, il y avait une dizaine ou une vingtaine de personnes dans le cinéma et j'ai entendu quelqu'un rire au fond. Au début, c'était un petit rire contenu, mais ensuite il est devenu plus fort et il était évident que cette personne cherchait simplement à attirer l'attention de tout le monde. Les gens ont commencé à se retourner pour voir un idiot habillé de la tête aux pieds comme le Joker, avec des pantalons et une veste colorée. De toute évidence, il était entré dans le cinéma à la dernière minute parce qu'il n'était définitivement pas là au début. Alors qu'il faisait cette terrible imitation d'Arthur Fleck et une petite danse, les gens ont commencé à lui dire de se taire. À ce moment-là, le type sort un revolver de l'arrière de son pantalon et les gens commencent à crier et à se jeter par terre, moi y compris. Je me suis accroupi et j'ai commencé à me déplacer vers la sortie de secours la plus proche. Ne vous méprenez pas, j'étais terrifié, mais en même temps je pensais, je le savais, il fallait que ça m'arrive à moi. Je pouvais encore entendre le type rire, entendre les gens le supplier de ne pas tirer alors que je courais vers la sortie de secours. Juste au moment où j'étais sur le point d'ouvrir la porte, je regarde en arrière et je vois le type pointer le pistolet vers un couple terrifié et appuyer sur la gâchette. Mais au lieu d'un flash, d'un coup de feu et de l'un des membres du couple tombant au sol, ce monstre avait littéralement l'un de ces pistolets jouets stupides qui tirent un drapeau avec écrit « Bang ». C'était en plastique, mais avec la faible lumière du cinéma et toute la terreur causée par l'incident d'Aurora pendant The Dark Knight, les gens étaient tellement prêts à croire que c'était réel. Quand tout le monde a réalisé ce qui s'était passé, le type a éclaté de rire à nouveau, mais cette fois, cela ressemblait à un vrai rire, pas à la stupide imitation du Joker. Ensuite, presque tout le monde dans le cinéma a poursuivi le type jusqu'au parking et il s'est enfui dans une voiture qui l'attendait. Je jure devant Dieu qu'ils étaient sur le point de lyncher ce type. Moi aussi j'étais prêt à lui donner un coup de pied à la tête, mais je jure que le couple auquel il avait fait semblant de tirer était sur le point de le tuer là même dans le parking. Donc, non seulement ce déchet humain a pensé qu'il était drôle d'imiter une fusillade de masse, mais il a aussi gâché ma première expérience en regardant Joker. Si quelqu'un avait le droit de le tuer, je pense que ça aurait dû être moi. De plus, le lendemain, j'ai vérifié les réseaux sociaux et tout le reste au cas où le type essayerait de faire une vidéo virale de blague ou quoi que ce soit, mais il n'y avait rien, même pas dans les nouvelles. Ce qui est fou parce que tu penserais que CNN ne manquerait pas l'occasion de rapporter quelque chose comme ça. Définitivement, la chose la plus effrayante qui me soit arrivée, et sans parler du fait que c'était dans un cinéma. L'après-midi du lundi 13 janvier 2014, Chad Olson, âgé de 43 ans, est entré dans un cinéma de la région de Tampa Bay avec sa femme Nicole. Le couple avait décidé de passer un moment de qualité ensemble, laissant leur fille de 3 ans, Lexi, aux soins d'une baby-sitter de confiance pendant qu'ils allaient voir le film de guerre de 2013 Lone Survivor. Ceux qui ont vécu l'expérience de jeunes parents vous diront que des moments privés comme celui qu'ils espéraient partager sont rares et précieux. Nous ne pouvons qu'imaginer combien ils attendaient ce moment avec impatience. Cependant, lorsque les Olson se sont installés dans leur siège et que les lumières ont commencé à s'éteindre, un autre couple est entré dans le cinéma, Curtis Reeves, un capitaine de police à la retraite de 71 ans, et sa femme Viviane. Leur fils, Matt, un officier de police, avait lu le récit de Marcus Luttrell sur sa survie face aux talibans dans les collines de l'Est de l'Afghanistan, donc lorsque le film du même nom est sorti, il leur a naturellement recommandé de le voir. Mais ce que les deux couples ne savaient pas, c'est qu'une visite tranquille au cinéma allait se transformer en cauchemar et montrer comment une discussion ordinaire peut devenir mortelle. Lorsque Curtis et sa femme se sont assis dans la rangée juste derrière les Olson, il a commencé à entendre un bruit assez irritant dans le silence du cinéma sombre.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se rende compte que le bruit venait de devant lui. En se penchant au-dessus des sièges, il a vu Chad Olson, illuminé par l'écran de son propre téléphone portable, en train de taper sans l'avoir mis en silencieux. Curtis était irrité, mais les bandes annonces n'avaient pas encore commencé. Alors il a retenu sa langue. Ce n'est que lorsque l'écran du cinéma s'est allumé et qu'un message demandant d'éteindre les téléphones portables est apparu que Curtis a vraiment touché Chad à l'épaule et lui a demandé d'arrêter d'envoyer des messages. Selon les documents du tribunal, Chad a répondu qu'il envoyait juste des messages à sa fille de 3 ans et qu'il aurait fini dans quelques secondes. Mais cela n'a pas suffi à Curtis, qui a ajouté quelque chose sur le fait que Chad devrait penser aux autres. Selon Vivian Reeves, Chad s'est retourné et a parlé très agressivement à son mari, insistant sur le fait qu'il continuerait à envoyer des messages à sa fille jusqu'à ce qu'il ait terminé. « J'ai eu peur », a-t-elle déclaré plus tard au tribunal. « J'ai été horrifiée que quelqu'un agisse ainsi, surtout dans un cinéma. » À ce moment-là, Curtis avait fini d'essayer de raisonner avec un Chad de plus en plus belliqueux. Il s'est tourné vers Vivian et lui a chuchoté « Je vais chercher un manager ». Puis il s'est levé de son siège et est sorti du cinéma. Fidèle à sa parole, lorsqu'il est revenu, elle lui a tendu le seau de pop-corn et il s'est assis. Selon des témoins, il n'est pas clair qui a ravivé le conflit au retour de Curtis, mais ce qui est certain, c'est que Curtis a informé Chad qu'il avait parlé au manager du cinéma de son comportement impoli et qu'il allait être expulsé d'un moment à l'autre. « Tu m'as dénoncé ?» a aboyé Chad. « Pour qui te prends-tu » C'est alors que les témoins disent que Chad a attrapé son seau de pop-corn et l'a vidé agressivement sur la tête de Curtis. « Ça s'est passé très vite », a déclaré plus tard Vivian Reeves. « Tout son corps supérieur s'est simplement avancé et j'ai pensé qu'il venait nous attaquer. » Mais en réalité, bien que le geste ait été agressif, Chad n'avait pas l'intention de vraiment blesser le couple âgé. Il voulait simplement les humilier. Quelle que soit l'intention, quelques secondes après que le pop-corn ait volé, le cinéma s'est illuminé d'un seul éclat brillant. Curtis Reeves avait sorti un revolver de calibre 38 de sa hanche et tiré une balle qui a traversé le torse de Chad. La femme de Chad avait vu Curtis sortir l'arme et, dans un moment d'instinct horrifié, s'était précipitée en avant et avait essayé de mettre sa paume sur le canon de l'arme de Curtis. Elle n'a pas bougé assez vite. La balle a traversé sa main, brisant les os et déchirant les muscles avant de se loger dans son mari sans méfiance. Le cinéma, qui était auparavant silencieux, était maintenant rempli des cris de ceux qui tentaient désespérément de s'échapper, confondant la situation avec quelque chose de beaucoup plus vaste et plus grave. Réalisant ce qu'il avait fait, Curtis s'est assis sur son siège, a mis ses mains sur sa tête et a essayé de comprendre à quel point la vie de tout le monde allait changer à cause de cet acte imprudent. Un policier en congé qui se trouvait là par hasard s'est lentement approché de Curtis, lui a retiré l'arme de ses genoux et l'a sécurisé. Ce même officier a plus tard témoigné que Vivian s'était tournée vers son mari et lui avait dit « Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu ne peux pas tirer dans un cinéma rempli de gens. » Curtis s'est simplement mis les mains sur la tête dans un état de quasi-catatonie, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. Le traumatisme n'a fait qu'augmenter pour les officiers de police et les techniciens médicaux d'urgence qui sont intervenus. Ils savaient très peu de choses sur ce qui s'était passé sur les lieux, à part qu'il y avait eu une fusillade dans un cinéma. Pour certains d'entre eux, cela rappelait fortement la fusillade de masse commise par James Holmes en juillet 2012, où un homme lourdement armé avait lancé des grenades lacrymogènes dans un cinéma du Colorado avant de massacrer les spectateurs terrorisés. Certaines personnes pensaient que c'était une sorte de canular viral dont le but était de promouvoir le film. Elles étaient assises en souriant jusqu'à ce que Holmes ouvre le feu, et ce n'est que lorsqu'elles ont vu les morts qu'elles ont compris ce qui se passait. « Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait », a déclaré un officier après l'arrestation de Reeves. « Nous ne savions pas combien de victimes, combien de tireurs, avec quoi ils étaient armés. J'avais peur que ce soit un autre Aurora, mais Dieu merci, personne d'autre n'a été blessé. » Il est vrai que Chad Olson a été la seule victime de ce qui aurait pu être un événement beaucoup plus violent, mais malgré tout, une seule mort a dévasté une jeune famille et tous ceux qui connaissaient Chad étaient horrifiés et dévastés par le fait qu'une mort aussi insensée ait pu se produire. « Il y aura un grand vide dans la vie de tous pour lui et sa famille », aurait déclaré un ami de Chad nommé Joe Trepani. « Il te donnerait la chemise sur son dos si tu en avais besoin. C'était simplement un gars formidable en général. » Ce n'était que quelques mots, sans menace, sans violence, rien, a témoigné Nicole Olson plus tard au tribunal. En un clin d'œil, 30 secondes, il a simplement détruit mon monde. Le procès de Curtis Reeves est prévu pour cette année,
après avoir été longtemps retardé par la crise du Covid-19, et bien qu'il ait déjà plaidé non coupable, il semble très peu probable qu'un jury dans le pays juge ses actions comme étant moins que violemment répréhensibles et imprudentes. Reeves a tenté d'invoquer les notoires lois de légitime défense de la Floride lors de son audience initiale en 2014, et bien qu'un homme devrait avoir le droit de se défendre contre des menaces légitimes, quelle menace représentait vraiment un seau de pop-corn? Ce qui est effrayant dans ce meurtre en particulier, ce n'est pas tant le résultat violent, mais plutôt comment une discussion ordinaire peut d'une manière ou d'une autre se transformer en un meurtre réel. Non seulement cela, mais selon tous les rapports, Curtis était un membre exemplaire de la société, n'ayant jamais commis de délit avant ce jour-là. En plus de son service impeccable dans la marine des États-Unis, Curtis a 9 lettres de remerciement et un prix de service excellent dans son dossier du département de police de Tampa. Il était également membre du conseil d'administration de Crime Stoppers Local, un réseau civil de prévention du crime basé dans son comté de Hernando. Même un voisin, Bill Costas, a parlé gentiment de lui lorsqu'il a été contacté par les médias après la fusillade. « C'était un type très agréable, dit Bill. Toujours souriant, et je ne l'ai jamais vu en colère. Un type sympa, tu sais, si tu avais besoin d'aide pour quelque chose, il était toujours prêt à donner un coup de main. Ce que les gens disaient de lui ressemble à une personne totalement différente. Ça n'a tout simplement aucun sens pour moi, pas d'après ce que je sais de lui. » Curtis n'était certainement pas une tête brûlée, alors pourquoi a-t-il soudainement explosé? Qu'est-ce qui pousse un homme comme lui à perdre soudainement toute rationalité et à réagir à une légère agression avec une réponse mortelle? Nous pouvons essayer de rationaliser un événement aussi violent, l'expliquer par des moyens naturels ou surnaturels, mais la vérité est que nous ne savons jamais vraiment qui est dehors, avec qui nous allons croiser le chemin ou avec qui nous allons entrer en conflit de manière incorrecte. Certaines personnes ne seront pas aussi indulgentes face à des offenses apparemment mineures, et il suffit d'une petite poussée pour leur donner toute la raison dont elles ont besoin pour rendre veuves vos épouses ou orphelins vos enfants. Ce qui est effrayant dans cette affaire, c'est de réaliser à quel point les actions de quelqu'un peuvent changer en un instant et à quel point il est difficile de prévoir ce genre de réaction extrême. Chad Olson, un père et un mari aimant, a perdu la vie pour une raison insignifiante, laissant sa famille dans un chagrin insondable. Curtis Reeves, un homme autrefois respecté, a vu sa vie basculer dans une catastrophe juridique et morale, un acte impulsif ayant des conséquences désastreuses. Les tribunaux décideront du sort de Curtis Reeves, mais cela ne ramènera pas Chad Olson ni ne guérira la douleur de sa famille. Cette tragédie souligne l'importance de la patience, de la tolérance et de la gestion de la colère dans notre société. Si seulement Curtis avait pu garder son calme et trouver une autre manière de résoudre le conflit, une vie aurait pu être épargnée et beaucoup moins de cœurs brisés. Il nous reste à espérer que de telles situations nous rappellent la valeur de la vie humaine et l'importance de traiter chaque personne avec respect et dignité, même dans les moments de frustration.